Bon, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être venus. Il paraît que je suis la première que j'inaugure cette série de cours au Collège de France cet automne. Alors j'espère que ça va bien se passer. Il paraît aussi qu'il y a un conflit d'horaires parce qu'il y a le cours de monsieur... Prochian, voilà. Le cours de M. Prochian qui commence à 17h. Alors, je voudrais savoir combien, est-ce que ça pose de problème pour combien de personnes dans cette salle? Pas trop. Est-ce un petit problème. Est-ce que si j'avance le cours à 15h30, ça posera plus de problèmes à plus de gens? Non, c'est mieux? D'accord, alors 15h30. Je peux difficilement l'avancer plus, mais je peux faire 15h30. Donc, au même endroit, à partir de la semaine prochaine, ce sera 15h30 et on va essayer de diffuser l'information pour que tout le monde soit au courant. Mais aujourd'hui, bon, c'était trop tard pour changer quand on s'en est aperçu. On aurait dû s'en apercevoir. Mais bon, voilà. Donc, sinon, je vais imprimer mes diapos. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que c'est la première fois et qu'on met ça en route, mais elles seront disponibles la semaine prochaine pour le cours d'aujourd'hui et pour le cours de la semaine prochaine, j'espère. Et elles vont être aussi mises donc, en ligne rapidement d'ici demain ou mercredi. Toutes les semaines, ce sera comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction générale. Le sujet du cours cette année, c'est sur la structure et la dynamique du manteau profond de la Terre. Et donc, nous allons en voir différents aspects. Mais pour commencer, j'ai pensé, pour remettre un peu tout le monde à niveau, de repartir un peu des bases. Et donc, bon, vous savez bien que la géophysique interne est une discipline qui est basée sur des observations qui sont essentiellement faites à la surface de la Terre ou par télédétection. Le trou le plus profond creusé à l'intérieur de la Terre atteint un peu plus de 12 000 mètres, 12 km, ce qui n'est qu'une infime partie du rayon de la Terre qui est de 6 371 km. Donc, pour aller au-delà, et même ce genre de trou, il y en a très peu, celui-ci est le plus profond, ça n'atteint même pas la base de la croûte continentale. Pour voir plus profond, on est obligé de faire appel à des techniques à distance. Et de nombreuses disciplines contribuent à la compréhension de notre planète. Chacune apporte des éléments différents et il faut en faire la synthèse pour vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, le genre d'observation que nous avons, ce sont des observations de surface ou satellitaires. C'est là qu'intervient la sismologie, donc l'observation des ondes sismiques émises par les séismes naturels, la géodésie, qui observe les déformations en surface et aussi le champ de gravité de la Terre, donc qui donne accès aux densités, le géomagnétisme, le champ magnétique nous renseigne surtout sur le noyau de la Terre, sur les mouvements dans le noyau de la Terre et son évolution. Et aussi, bien sûr, on mesure aussi le flux de chaleur à la surface de la Terre qui nous renseigne sur son état thermique et peut-être son évolution. Ensuite, nous avons des mesures en laboratoire. Ce sont les mesures de la physique et chimie des matériaux terrestres, donc les mesures en laboratoire des propriétés des roches terrestres à grande pression et température pour atteindre les pressions et les températures qui règnent jusqu'au centre de la Terre. Et nous avons aussi des mesures de déformation, donc ça fait aussi partie des matériaux, de la physique des matériaux, mais donc qui donnent des renseignements sur la façon dont se déforment les roches aux conditions de température et de pression des profondeurs de la Terre. Il y a aussi la géochimie et la cosmochimie qui, à partir des rapports isotopiques observés et confrontés entre la Terre et les météorites en particulier, nous renseignent un peu sur la composition et aussi surtout sur l'histoire, nous donne la dimension temps dans les roches terrestres.
Et tout ceci doit être confronté donc, à des modèles dynamiques. Donc, c'est le domaine de la géodynamique qui produit des modèles soit numériques, comme l'image montrée ici, c'est une section de la Terre où on a fait des calculs de convection mantélique avec des courants montants en rouge, des courants descendants en bleu sur les figures du haut. Et donc, on fait des modèles pour essayer de voir comment ce qu'on a mis à l'intérieur de la Terre vérifie les observations de surface. La modélisation est numérique, mais aussi expérimentale. En laboratoire, on essaye de reproduire les conditions à l'intérieur de la Terre. Donc toutes ces différentes disciplines, et j'en ai peut-être oublié, contribuent à notre connaissance de la Terre. Elles apportent des informations complémentaires. Et nous sommes un peu dans la situation où il est donc bien sûr nécessaire d'intégrer les différentes disciplines qui contribuent à la connaissance pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes comme les aveugles et l'éléphant, qui chacun voit une partie de l'animal, mais ne sait pas vraiment à quoi il a affaire. Donc, reprenons donc dès le début. L'intérieur de la Terre, vu en 1665, était donc imaginé. On imaginait ce qui pouvait causer les perturbations et les catastrophes naturelles observées, donc les volcanismes et les tremblements de terre. Donc on imaginait des cavernes avec des foyers qui explosaient à l'intérieur de la Terre. Si on fait un zoom au début du XXe siècle, nous arrivons très vite à des modèles de 2 couches, donc des modèles avec un manteau et un noyau. En 1910, on ne savait pas encore que le noyau était liquide, on ne savait pas encore de quoi il était formé, mais on savait déjà qu'il existait. On en avait eu on en avait déjà eu une idée à partir des mesures des marées, le fait que la densité devait augmenter avec la profondeur, et donc la Terre ne pouvait pas être composée uniquement des roches de densité relativement faible observées à la surface. On sait maintenant que le moment d'inertie moyen de la Terre est aussi inférieur à celui d'une sphère homogène. Il est égal à 0,33 environ fois la masse de la Terre fois le rayon au carré, alors que pour une Terre sphérique, d'une sphère homogène, ce serait de 0,40, et ceci indique une augmentation de la densité vers l'intérieur. Il y a eu des suggestions, en particulier celle d'Emil Wiechert en 1896, comparant la Terre à un météorite géant avec un noyau de fer et de nickel, mais à l'époque, tout ça n'était pas vraiment démontré. Il faut dire tout de suite que sans s'aider de la sismologie, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin. On peut faire des modèles à 2 couches, donc un manteau et un noyau, et les contraindre par la masse totale et le moment d'inertie, mais au-delà de ces informations relativement éparses, on ne peut pas vraiment aller plus loin. La sismologie globale, qui va donc jouer un rôle important dans notre étude du manteau profond, est née à la fin du XIXe siècle, en 1889. Ernst von Reuber-Paschwitz identifie un séisme au Japon enregistré sur un instrument basse fréquence destiné à la mesure des marées. Il fait le rapprochement en lisant le journal qu'il y a eu justement un séisme au Japon et que cet enregistrement devait provenir des ondes élastiques donc engendrées par ce séisme et propagées à travers la Terre. Alors, un petit rappel en sismologie pour ce qui sera très important. Il y a 2 types d'ondes élastiques, d'ondes sismiques qui se propagent donc dans les solides et les liquides. Il y a d'abord les ondes de compression qu'on appelle les ondes P, on en parlera beaucoup. Si ceci est la direction de propagation de l'onde, ce sont des compressions et dilatations successives au cours du trajet.
donc le mouvement de particules est constitué de ces compressions et dilatations. Ça, c'est les ondes P, c'est elles qui arrivent les premières, c'est pour ça qu'elles s'appellent P, pour primary, primaire. Et puis les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement. Donc si vous considérez la direction de propagation, le mouvement des particules est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc c'est des ondes qui cisaillent, qui déforment les roches en cisaillement. Et elles ont une particularité importante, c'est qu'elles ne sont pas transmises par les liquides. Et c'est comme ça que la sismologie a contribué donc, au début du XXe siècle à démontrer que l'existence d'un noyau liquide. C'est que vous avez les trajets des ondes. Ici, c'est en coupe, une coupe de la Terre avec ses unités principales. Ici, la limite noyau-manteau. Vous avez des ondes, donc ici, les ondes P, qui, une fois qu'elles se propagent ici, suivant la distance est mesurée en degrés d'arc à partir du centre de la Terre. Quand elles arrivent sur la limite noyau-manteau, elles diffractent, mais on ne voit pas, il y a une zone d'ombre, il y a aussi des ondes qui plongent dans le noyau parce que, à cause des lois de réfraction, la vitesse diminue dans le noyau et donc on les retrouve plus loin, mais il y a une zone d'ombre. Par contre, pour les ondes S, on les perd complètement sur une grande distance et c'est ça qui a donc constitué la preuve de l'existence d'un noyau liquide. Ensuite, on a précisé toutes ces questions. La profondeur du noyau à 2900 km a été estimée pour la première fois par Gutenberg en 1913 et il n'était pas loin d'avoir le rayon assez précis. Donc revenons ici, en 1910, on sait qu'il y a un manteau solide et un manteau liquide. Et ensuite, donc, pendant plusieurs décennies, on s'est attaché à préciser cette structure en fonction de la profondeur de la Terre, cette structure en pelure d'oignon. Et donc jusque vers les années 70, on arrive à un modèle où nous avons donc le manteau solide, le noyau liquide, et à partir de 1936, avec la découverte de la graine par Inge Lehmann, la graine solide, c'est-à-dire quand Inge Lehmann l'a découverte, elle a découvert qu'il y avait quelque chose à l'intérieur du noyau liquide qui renvoyait des ondes, mais par contre, la composition du manteau et du noyau a été vraiment établie dans un article très classique de Birch en 1952. Je vais en parler un peu plus. Donc pendant toute cette période, les modèles qu'on va appeler 1D, donc à une dimension, la dimension radiale en fonction du rayon, ont été développés par les sismologues. Et donc la composition précisée en confrontant les résultats sismologiques avec les résultats de la physique des matériaux. La preuve de la solidité de la graine, par contre, n'a été faite que plus tard, en particulier dans le travail de professeur Dziwonski, qui est quelque part dans la salle, je ne sais pas où. Voilà. Et donc, on a eu, bien sûr, dans les années 60, fin des années 60, l'acceptation de la tectonique des plaques, qui a rajouté un élément dynamique à ces images, et donc, en particulier donc, dans les couches externes, la présence de zones où de la nouvelle croûte se forme, la présence de zones de subduction où la croûte retombe, où donc la croûte et la lithosphère qui s'est créée au ride médio-océanique replongent dans le manteau. Et donc nous avons à cette époque-là aussi quelques renseignements sur le fait qu'à la base du manteau, du côté à la base, à cette limite entre le manteau fait de silicate et le noyau fait de fer, en majorité partie, il y a une zone assez complexe où déjà dans les modèles 1D, on voit le gradient, on voit un aplatissement du gradient des vitesses en fonction de la profondeur. Mais donc l'élément dynamique est important parce que l'acceptation de la tectonique des plaques, elle n'a pu être faite que quand on a réalisé que ces mouvements de plaques pouvaient être
causés par des mouvements de convection dans le manteau solide donc, mais qui flue à des temps, pendant des temps longs, donc comme le miel qu'on renverse sur une table et qui va s'étaler. Le manteau se comporte donc comme un matériau donc malléable à grand intervalle de temps. Et donc, ça c'est un modèle simple, hein, quand on chauffe un ustensile d'eau par le bas, et il se crée des mouvements de convection qui vont pousser des bouchons à la surface. C'est bien sûr une très grande simplification, mais cette tectonique des plaques qui pourtant avait déjà été la dérive des continents, bien sûr, date de Wegener donc dans les 1913, mais son acceptation a attendu très longtemps parce qu'on n'avait pas de mécanisme, ou on n'avait pas le concept de la façon, ce qui pouvait causer cette dérive des continents. Donc voilà, nous avons donc la progression. Donc d'abord un modèle simple, ensuite un manteau noyau séparé avec une graine plus solide, la tectonique des plaques, et enfin aujourd'hui nous en sommes à essayer de cartographier et de comprendre comment ces mouvements de convection, en fait, leur morphologie, leur évolution, comprendre comment tout ça, ça marche. Et donc ça donne lieu à le fait d'avoir de la convection va donner lieu à ce qu'on appelle les hétérogénéités latérales, c'est-à-dire des différences. La Terre n'est plus un corps stable avec en couche d'oignon bien définie, mais il y a des variations de structure qui reflètent la dynamique. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Alors, l'intérieur de la Terre, bon, ici, l'image a été créée en 2005, mais on peut bien dire qu'en 2012, ça se ressemble. Il y a beaucoup de dessins qui proposent la façon dont se passent les mouvements, la dynamique à l'intérieur du manteau. Et on n'a pas encore vraiment résolu ce problème. Et c'est sur ce sujet-là que va reposer mon cours, essentiellement savoir un peu qu'est-ce qu'on sait sur le manteau profond, quels sont les défis et les recherches actuelles. Donc j'y reviendrai très souvent. Pour l'instant, je vais me concentrer pour faire une petite introduction sur ce qu'on sait sur la structure en une dimension de la Terre. Donc on va commencer par la structure sismique, donc la sismologie très importante qui nous donne accès aux paramètres élastiques, les 3 paramètres, la vitesse des ondes S, la vitesse des ondes P et la densité. Donc cet ensemble de 3 paramètres décrivent la structure élastique de la Terre. Il y a la composition minéralogique, donc en fonction de la profondeur, je vais parler de ça. Je vais parler du profil de température et j'espère que j'aurai le temps aussi de parler de la viscosité, donc de cette particularité de l'intérieur du manteau qui est d'être capable de fluer, de se déformer sur les temps de la tectonique des plaques, donc de quelques centimètres par an. Alors, je vous ai parlé de Birch, d'un papier très influent de Birch en 1952. À son époque, il y avait déjà des modèles 1D de la Terre, donc là je voulais vous familiariser avec la façon dont on représente. Donc ici, c'est la profondeur, ici la surface de la Terre, ici le centre, 6371 km de profondeur. Ce qui est représenté ici, c'est seulement les vitesses sismiques des ondes S et des ondes P. On viendra un peu sur la densité un peu plus tard. Donc à l'époque, ici, c'est une comparaison de 2 modèles qui existaient à l'époque. Donc vous voyez 39 Jeffreys et Gutenberg 1951, qui montrent donc les vitesses des ondes P qui augmentent avec la profondeur. Les vitesses des ondes S augmentent aussi, mais sont plus faibles. Ici, c'est la limite noyau-manteau, donc on perd, la vitesse des ondes S va à 0 dans le noyau, et à l'époque, on n'a pas beaucoup de renseignements, on n'a pas de renseignements sur la vitesse des ondes S dans la graine.
Et par contre, les vitesses des ondes P donc, diminuent brutalement à la limite noyau-manteau et ensuite augmentent. Et bon, il y a deux modèles qui montrent quelques petites différences. Et ceci, c'est la limite de la graine. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ICB, Inner Core Boundary. Ce qu'on observe, c'est que dans le manteau, il y a d'abord une zone avec des variations très rapides des vitesses. Donc, cette zone ici, entre 400 et 670 km de profondeur, qu'on appelle la zone de transition. Donc, ça, c'est un terme à retenir qui est très utilisé. Et donc, à la base du manteau, j'en ai dit un mot, il y a cette zone un peu plus très complexe dont on va beaucoup parler, qui est appelée la zone des secondes, où vous voyez le profil des ondes Vp et aussi des ondes S. Le gradient s'aplatit juste avant la limite noyau-manteau. Et donc, Francis Birch a démontré en 1952 que le manteau est composé de silicates, le noyau externe de fer liquide principalement et la graine de fer cristallin. Ça a été un point important dans l'évolution de la connaissance de l'intérieur de la Terre. Il a proposé en particulier que la zone de transition du manteau, donc cette zone où les vitesses augmentent très rapidement, c'est une zone qui correspond aux endroits en fonction de la pression qui augmente donc vers l'intérieur de la Terre, où les roches subissent des transformations de phase à cause de l'augmentation de la pression. Alors je cite simplement son texte ici. Donc, il avait dit donc, en 1952 un changement progressif de composition ou de phase, ou les deux, pour expliquer la zone de transition observée par les sismologies. Deux phases nouvelles sont requises pour expliquer les vitesses élastiques élevées dans la partie profonde du manteau, plus de 900 km de profondeur. Donc, ça, c'est le manteau inférieur. Et il est suggéré, à partir de 200 à 300 km de profondeur, il y a une transition progressive vers les modifications de haute pression dans les silicates de magnésium et de fer, sans doute vers des oxydes à structure compacte. Et cette transition est achevée vers 800 à 900 km de profondeur. Et donc tout ça, ça a été une avancée importante et qui s'est effectivement été confirmée. Donc regardons encore un peu la structure sismique avant d'aborder la partie minéralogique. Donc simplement un rappel que la vitesse des ondes P dépend, donc c'est des ondes de compression, dépend des trois paramètres élastiques, le modèle d'incompressibilité, la densité et le modèle de cisaillement. Donc quand on parle des paramètres élastiques, on parle soit des deux vitesses sismiques et de la densité, ou du modèle d'incompressibilité, du modèle de cisaillement et de la densité. Ils sont interchangeables. Il y a aussi une autre façon de représenter qui est en fonction de ce qu'on appelle les paramètres de Lamé. Et vous avez donc ici la relation qui montre cette dépendance. Par contre, les ondes S, donc les ondes de cisaillement, qui ne se propagent pas dans les liquides parce qu'elles ne dépendent que parce que c'est du cisaillement, dépendent de la rigidité qui est nulle dans les liquides. Et de manière générale, la vitesse des ondes S est inférieure à celle des ondes P, puisqu'il n'y a pas le module d'incompressibilité qui est positif n'intervient pas. Les trajets des raies sismiques dans le manteau, lorsque la vitesse de propagation augmente avec la profondeur, elles vont être donc assujetties aux lois de la réfraction, donc, comme en optique. Et quand la vitesse augmente avec la profondeur, si vous imaginez des couches avec des vitesses de plus en plus élevées, des vitesses sismiques, elles vont progressivement se retourner vers la surface. Et c'est pourquoi on peut observer un séisme très loin, à des distances de 10 000, 15 000 ou plus, même aux antipodes. C'est grâce à cette propriété que les raies sismiques, donc les trajectoires, reviennent vers la surface. Par contre, en général, ce n'est pas si simple. Lorsqu'il y a des gradients très forts de structure, donc des variations rapides en fonction de la profondeur, comme par exemple les discontinuités du manteau supérieur que je vais
dont je vais parler dans un instant, vous pouvez avoir des complications et les raies sismiques vont se dédoubler et vous allez avoir plusieurs arrivées dans des intervalles de temps courts. C'est ce qu'on appelle les triplications. Donc voilà. Ceci, c'est un enregistrement sismique sur presque 1 heure d'enregistrement pour un séisme typique de magnitude 7 observé à une distance proche de, je crois, de 10 000 km. Et donc typiquement, vous avez une succession d'arrivées d'énergie. D'abord les ondes P qui se propagent le plus vite, ce sont les ondes de volume, les ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre, dans le volume de la Terre. Elles sont suivies par les ondes de volume S, qui, elles, pareil, se propagent à l'intérieur du manteau, donc d'une source à une station. Et ensuite, il y a toute une nomenclature de phases sismiques, mais essentiellement, on les nomme suivant le nombre de réflexions qu'elles ont soit sur la surface de la Terre. Donc, par exemple, ici, c'est une onde SS, elle se réfléchit une fois sur la surface de la Terre, on la voit arriver plus tard que l'onde S. On a aussi ici une onde PCP, c'est une onde P qui s'est réfléchie sur la limite noyau-manteau. Le petit c, c'est pour Core Mantle Boundary, donc la limite noyau-manteau. Ensuite, il y a des ondes qui se propagent dans le volume de la Terre qu'on appelle les ondes de volume, certaines vont dans le noyau, et il y a aussi des ondes qui se propagent le long de la surface de la Terre, qui sont les ondes de surface, qui arrivent plus tard, qui contiennent l'essentiel de l'énergie longue période contenue dans les sismogrammes, dans les enregistrements. Les données sismiques donc, nous renseignent sur la distribution des paramètres élastiques. Pour avoir les vitesses des ondes P et des ondes S, on utilise volontiers les temps de propagation des ondes de volume. Donc, on mesure le temps de propagation entre une source et une station, on compare à un modèle de référence et on en déduit des informations sur la structure interne. On utilise aussi ce qu'on appelle la dispersion des ondes de surface. Les ondes de surface se propagent donc près de la surface. L'énergie de plus longue période pénètre plus profondément et donc va se propager à une vitesse un peu différente des ondes de plus courte période qui ne voient que la surface. Donc les ondes vont être dispersées, les différentes fréquences vont arriver à différents moments. Vous le voyez très bien ici. Ici, on a un train d'ondes de plus longue période qui arrive d'abord et ensuite les ondes de plus courte période. Et la mesure de cette dispersion donc, peut être traduite en structure en fonction de la profondeur. Donc, c'est une façon de... Il y a aussi les modes propres de la Terre, je vais en parler un peu plus. C'est que, donc dans un instant, qui donnent des renseignements sur les vitesses des ondes. Pour la densité, c'est un peu plus compliqué. Il y a les modes propres de la Terre sont sensibles à la densité, pas énormément, mais un peu. La meilleure façon de connaître, d'avoir des renseignements sur la densité, c'est d'utiliser des ondes réfléchies, les ondes réfléchies sur des discontinuités. Par exemple, ici, la limite noyau-manteau, car ces ondes réfléchies ont un coefficient de réflexion, donc la partie qui est réfléchie, l'amplitude de la partie qui est réfléchie, ou l'énergie réfléchie, dépend de l'impédance, qui est donc le changement d'impédance à travers la discontinuité, l'impédance étant définie par le produit de la vitesse par la densité. Donc c'est un moyen pour regarder la structure fine et les sauts de densité aux différentes discontinuités dans l'intérieur de la Terre. Et bien sûr, on a les données sur la masse et le moment d'inertie qui donnent des contraintes sur la distribution de densité. Et ensuite aussi, on apporte certaines contraintes. Je ne vais pas parler de ça en détail, mais pour vraiment avoir accès à la densité, on invoque en général ce qu'on appelle l'équation d'Adams-Williamson, qui est une équation que l'on obtient à partir de l'hypothèse d'une compression hydrostatique de l'intérieur de la Terre. Alors, les modes propres, je vous en ai parlé. Là, je vous ai montré un sismogramme de 50 minutes, je crois. Et celui-ci, c'est un sismogramme sur 14 heures. Pour un fort séisme, ici, c'est aussi un fort séisme magnitude 6,8, les ondes de surface se propagent dans un sens et dans un autre autour de la Terre. Elles interfèrent
Et là, on voit arriver les ondes successives, celles qui ont fait le tour d'un côté, hein, R1, ensuite R3, R5, etc. Et celles qui font le tour à partir de la source dans l'autre sens, R2, R4, R6, etc. On les voit arriver successivement avec une amplitude qui diminue due à deux effets. Le premier, c'est ce qu'on appelle la dispersion géométrique, qui vient du fait que la Terre est sphérique et donc qui est juste une conséquence du fait que la Terre est sphérique, mais aussi parce que la Terre n'est pas complètement élastique, elle atténue. La Terre est aussi anélastique et donc elle va avoir tendance à atténuer les ondes en fonction du temps ou de la distance. Mais donc quand on a un séisme assez fort, au bout d'un certain temps, ces ondes interfèrent pour donner des ondes stationnaires qu'on appelle les modes propres de la Terre. Et donc ces ondes stationnaires, on peut les étudier en prenant le spectre d'un long enregistrement. Donc on prend, ici vous avez un enregistrement en temps, on passe en l'espace des fréquences et on voit apparaître les... donc attendez, j'ai oublié cette diapo-là, où vous voyez ici en fonction de la distance, on a aligné les sismogrammes pour un séisme particulier. Et donc vous voyez les arrivées des ondes de surface, les premières arrivées des ondes de surface qui arrivent de plus en plus tard, plus vous êtes à une grande distance, encore une fois en degrés, donc un degré d'arc, 180 c'est l'antipode. Et ensuite l'onde qui a fait le tour de l'autre côté, elle est très écartée de la première si vous êtes près de la source, mais elles vont se rassembler aux antipodes. Et donc après, vous avez les autres trains. Donc on peut suivre ces trains d'ondes qui vont interférer entre eux. Et donc, dans le domaine spectral, si vous prenez un très long enregistrement, vous allez voir apparaître des pics qui sont les pics des modes propres de la Terre. Ici, vous avez donc la fréquence est en millihertz, donc entre 0 et 1 millihertz. Le mode le plus grave de la Terre, c'est le mode en ballon de rugby, qui a à peu près 54 minutes de période. Ici représenté pour le très fort séisme de Sumatra de 2004, donc de magnitude 9.3, celui qui avait créé ce tsunami dévastateur, qui donc bien sûr a été éclipsé par celui du Japon récemment. Donc chaque mode peut être identifié, et donc ces modes nous renseignent aussi sur la structure interne de la Terre, puisque comme quand on fait vibrer une cloche, le son que produit la cloche dépend de sa structure, donc du matériau dans lequel elle était formée, de sa taille et de sa forme. Donc voilà, et ici, j'ai donné un exemple. En fonction de la profondeur de la Terre, ici pour deux modes différents, c'est comment ces modes sont sensibles à différents paramètres élastiques, donc la vitesse des cesse en noir, la vitesse des P en pointillé noir et en pointillé gris, la densité. Donc chaque mode va avoir une sensibilité différente à l'intérieur de la Terre. Celui-ci, le mode, bon, il y a aussi une nomenclature, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce mode-là est surtout sensible à la vitesse des S dans le milieu du manteau. Par contre, celui-ci est sensible jusqu'au centre de la Terre, en particulier à la graine. Donc il va être utile pour étudier la structure dans les très grandes profondeurs de la Terre. Donc voilà, donc nous avons notre structure en 1D, donc essentiellement produite par la sismologie, avec donc la sismologie donc nous ayant montré qu'il y avait un noyau liquide, une graine solide, un manteau solide. Et donc en 1900, ici je montre le modèle de référence qu'on a pu, après de nombreuses générations de modèles sismologiques. Un modèle de référence avait été donc développé en 1981 par Jablonski et Anderson, qu'on appelle le PREM. J'en parlerai sans doute souvent parce qu'en fait, même il a maintenant 30 ans, mais il est toujours utilisé comme modèle de référence parce qu'en fait, c'est un très bon modèle de référence sismologique. Il a quelques petits défauts, mais relativement mineurs. Donc vous voyez ici en résumé, mais là, donc maintenant c'est en fonction du rayon plutôt que de la profondeur. Donc ça c'est le centre de la Terre, ici la surface. Donc vous voyez, si on part de la surface, les vitesses des ondes P qui augmentent. Le manteau supérieur, il y a deux discontinuités dans le manteau supérieur, donc définies par la sismologie, à 400 km à 670 km, dans cette fameuse zone de transition.
La limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, par convention, est fixée à cette profondeur de 670 km, donc à la discontinuité de 670 km. Les vitesses augmentent avec la profondeur, ensuite elles diminuent à la limite noyau-manteau, et celle des ondes S devient nulle jusqu'à la graine. Et par contre, les densités, elles, augmentent aussi, et elles vont augmenter énormément dans le noyau, donc, qui va être constitué de fer liquide, comme l'a montré le premier Birch en confrontant avec les données de physique des matériaux qui étaient accessibles à son époque. Donc, à retenir, le rayon du noyau externe 3480 km, profondeur environ 2900 km, puisqu'on va parler du manteau profond, c'est une donnée importante. Et bien sûr, cette limite très importante entre le manteau inférieur fait de silicate et le noyau externe, donc solide à liquide, silicate, fer. Alors, sinon, bon, pour les profils, on a le profil de densité qui a été obtenu donc, par les contraintes des modes propres avec ces autres contraintes sur la masse, le moment d'inertie et la compression hydrostatique. Ensuite, on peut aussi relier tout ça aux mesures, enfin on peut ensuite en déduire la variation de la gravité en fonction de la profondeur et aussi la pression. Donc on peut traduire très bien une fois qu'on a un modèle de densité avec la gravité, on peut en déduire la pression à un certain rayon de la Terre. Donc en fait, on peut très bien maintenant soit parler de profondeur et soit de pression. On sait très bien associer les pressions aux profondeurs. Les discontinuités de 410 et 660 km correspondent à des augmentations de densité d'environ 5% et à la limite noyau-manteau d'environ 4%. Les pressions correspondantes, on les a ici. Au centre de la Terre, 364 gigapascales. Et à la limite noyau-manteau, 329. À la limite de la graine, 329. Et à la limite du noyau-manteau, 136 gigapascales. Alors, encore un détail, deux types de données sont utilisés pour l'étude des discontinuités du manteau supérieur, dont je vais parler encore un peu parce qu'elles sont importantes. Il y a les précurseurs aux ondes SS, donc les ondes SS qui sont réfléchies une fois à la surface de la Terre, et les précurseurs, ce sont des ondes qui ont été réfléchies à une discontinuité en dessous de la surface, donc plus profond, et elles vont arriver les premières. C'est pour ça qu'on les appelle précurseurs. Et donc, dans un enregistrement, ici on voit un exemple, vous avez cette onde SS qu'on a identifiée ici, et devant, donc plus tôt, vous avez d'autres arrivées d'énergie qu'on peut associer avec ces discontinuités principales à 660 et à 410, ce sont les principales, et de temps en temps on voit aussi quelque chose à 520 km, je vais en parler un peu, et parfois à 220, on en parlera moins. Donc ce sont donc des ondes réfléchies par en dessous aux discontinuités. On peut les observer partout dans le monde, aussi bien sous les océans que sous les continents. L'autre type de données pour étudier les discontinuités, ce sont les fonctions récepteurs, receiver functions en anglais, et ce sont des ondes converties, donc c'est des ondes qui arrivent directement sous les stations et qui, à une discontinuité, vont être converties, par exemple, de P en S ou de S en P, et donc vous allez avoir une onde directe et puis une onde convertie qui va arriver un peu plus tard. Si vous avez commencé par une onde P et qu'elle est convertie en S, elle va se propager entre la discontinuité et la surface à des vitesses plus lentes et donc arriver un peu plus tard. Et donc, vous allez pouvoir voir, là, bon, ça, c'est pas un enregistrement déjà traité, vous allez pouvoir détecter, donc, mais cette fois-ci, après l'onde P, ces ondes converties, et en mesurant les temps de propagation relatifs entre toutes ces ondes, ici ou là, vous allez en déduire des informations, en particulier sur la profondeur des discontinuités, la variation latérale, etc. Et puis, aussi, on peut étudier les amplitudes et avoir des renseignements sur la
est-ce que ces discontinuités sont abruptes ou est-ce qu'elles sont des discontinuités du premier ordre ou du second ordre? Est-ce qu'il y a un gradient au niveau de la discontinuité? Ces ondes-ci sont des ondes converties, donc des ondes qui arrivent directement sous les stations, et donc on ne les observe que sous les stations, dans un diamètre, à une distance assez faible près des stations, pas plus de 1000 ou 2000 km. Donc se pose le problème de leur observation sous les océans, puisqu'on n'a pas beaucoup de stations dans les océans. Ici, c'est ce que je montre ici, c'est donc on savait déjà à partir des années 50 et à travers l'évolution des modèles sismologiques l'existence des discontinuités de 400 et 600 km, mais avec l'avènement des enregistrements digitaux large bande et donc une grande quantité de données sismologiques, on a pu presque voir ça à l'œil nu. Et ici, ce qui est représenté ici, c'est maintenant comme si on alignait les sismogrammes dans cette direction-là. Donc ici, c'est la dimension temps. Ici, c'est la dimension distance, donc entre 80 degrés de distance, d'arc toujours, et l'antipode. Les traces sont alignées sur l'onde SS, donc l'onde qui se réfléchit à la surface de la Terre. Et donc le temps est par ici, positif vers le haut. Donc elles sont coloriées suivant que l'enregistrement va vers le haut ou vers le bas pour mieux voir. Et vous voyez, quand on aligne ici de très nombreuses traces en fonction de la distance, vous voyez apparaître bien sûr très fort l'onde SS, elles sont interprétées ici à droite, mais vous voyez ces ondes qui arrivent avant et qu'on voit très bien et qu'on peut associer avec la discontinuité de 660 et de 410 km, ce qui est donc un peu une confirmation vraiment assez spectaculaire de la présence de ces discontinuités. Entre les deux, on voit peut-être, vous voyez une bande bleue aussi, ici c'est pas très très clair, mais il y a aussi parfois, pas aussi nettement observé, une discontinuité vers 520 km de profondeur. On va le voir en abordant la minéralogie, que en fait cette discontinuité a bien lieu d'exister. Donc, passons à la composition minéralogique. Donc, la sismologie nous donne les profils en vitesse S, en vitesse P, en densité. La composition minéralogique va nous renseigner sur la nature des roches à l'intérieur de la Terre. Alors, quelles sont les contraintes sur la composition de l'intérieur de la Terre? On a d'abord des contraintes qu'on peut appeler extraterrestres. C'est comparer la composition des roches qu'on récupère à la surface de la Terre avec celle des météorites, et donc avec l'idée que la Terre a été formée à partir d'une nébuleuse, de la nébuleuse du système solaire, et donc que la comparaison et que les météorites qui tombent sur la Terre sont d'autres corps qui ont aussi leur origine donc au moment de la formation de la Terre. Et donc en ayant des modèles de composition moyenne et de proportion de différents éléments chimiques, on peut avoir certaines idées sur la composition de la Terre. Il y a bien sûr les contraintes à partir des roches terrestres, donc les zénolithes qui sont des affleurements qui proviennent du manteau, et aussi bien sûr les sources de magma qui sont donc observées dans les rides océaniques et de manière générale dans les volcans. Ensuite, il y a sur l'intérieur des contraintes apportées par les propriétés physiques des matériaux. Et il faut noter que dans la Terre, il y a une caractéristique très importante, qu'on a une grande fractionnation, une grande séparation entre la croûte et le manteau formé de roches et le noyau formé principalement de fer. Alors,
On peut avoir des informations directes sur les profondeurs de moins de 200 km. Ça, c'est en observant les roches à la surface de la Terre. Par contre, à plus grande profondeur, la façon dont on va aborder la composition de la Terre, c'est qu'on va considérer une composition chimique moyenne donnée, donc on va faire une hypothèse. On va en déterminer la minéralogie en fonction de la profondeur par des expériences à haute pression et haute température. Ensuite, une fois qu'on a la minéralogie, on va calculer les paramètres élastiques. C'est aussi donc du domaine de la physique des matériaux. On va ensuite comparer avec les modèles sismiques de référence, par exemple le modèle PREM dont je vous ai parlé. Et on va confronter, on va voir si ça colle ou si ça ne colle pas, et on va itérer pour essayer de faire coller la minéralogie et la composition chimique de l'intérieur avec ce qu'on observe. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté en particulier sur la zone de transition, parce que, donc, du manteau supérieur, cette zone où les vitesses sismiques augmentent rapidement avec la profondeur, et on a les deux discontinuités principales à 400 et à 670 km. Cette zone de transition avec ces discontinuités sismiques va nous renseigner sur la proportion des différents minéraux et la température à la profondeur de la discontinuité, comme nous allons le voir dans un instant. Et il faut dire qu'il y a des progrès rapides récents grâce à l'amélioration des techniques de mesure expérimentales, le développement de techniques tout à fait nouvelles dans les dernières 10 ou 15 années, et confrontation aussi avec des calculs théoriques qui sont rendus possibles par donc des calculs ab initio qui peuvent aussi nous renseigner sur la composition et le comportement des roches à l'intérieur de la Terre. Donc, alors, du point de vue expérimental, nous allons revoir ça plus tard de nouveau, mais je voulais simplement vous donner une idée des dispositifs expérimentaux qui existent pour étudier les roches aux pressions et températures qui règnent à l'intérieur de la Terre. Je ne vous ai pas encore parlé des températures, mais disons qu'on a le cylindre piston pour les parties superficielles qui atteignent les parties superficielles, la presse multi-enclume qui arrive jusqu'aux profondeurs du manteau supérieur, jusqu'aux profondeurs du manteau inférieur. Mais c'est pour étudier vraiment le manteau profond, la technique privilégiée, ou celle qui y arrive actuellement, c'est la presse à cellules de diamant, qui arrive actuellement jusqu'aux pressions et températures vers le milieu du noyau. Et pour le noyau dont nous n'allons pas nous intéresser trop cette année, il y a aussi, on fait appel donc aux expériences de choc qui permettent d'aller à encore plus haute pression. Donc ici à retenir que le domaine qui va nous intéresser, c'est surtout le domaine des expériences de presse à enclume de diamant. Alors comment c'est fait? Une presse à cellules de diamant, donc un DAC, Diamond Anvil Cell. Donc on a une presse avec des enclumes. Au bout des enclumes, on a des diamants. Donc, pourquoi des diamants? Parce qu'ils sont très résistants à la pression, qui sont donc affinés afin de pouvoir obtenir des pressions plus importantes. Et donc un échantillon placé au milieu, en général de très faible, on parle de millimètres, à l'intérieur de ces presses. Et actuellement, donc depuis pas si longtemps que ça, une dizaine, quinzaine d'années, on peut aussi profiter du fait que les diamants sont transparents, en particulier à la lumière des rayons X, et on peut associer les mesures dans le DAC avec des synchrotrons, donc des accélérateurs de particules, et y associer un certain nombre de techniques, telles en particulier la diffraction des rayons X,
pour étudier encore plus en détail certaines propriétés des matériaux. Là, on chauffe, le chauffage est un problème, plus que d'atteindre les pressions du manteau inférieur, parce qu'en particulier, il faut se préoccuper de gradients de température à travers les échantillons et ce genre de choses. On en reparlera sans doute. Si c'est simplement une image, ça c'est pour une cellule multi-enclume, donc qui elle est constituée d'un certain nombre de blocs qui donc renferment ensuite la cellule elle-même qui va contenir l'échantillon. Alors, donc revenons sur la composition. Qu'est-ce qu'on sait? Le manteau supérieur, on le sait maintenant par ce processus de confrontation entre la physique des matériaux et la sismologie, est composé principalement de péridotites. Donc ce sont les noms de ces minéraux, l'olivine, clinopyroxène, l'orthopyroxène, et une phase plus riche en aluminium qui est le grenat. Donc ça c'est les noms. Cette composition est en accord avec les résultats sismologiques, bien qu'il y a des incertitudes à cause des incertitudes sur les processus dynamiques et le fait que le mélange de ces minéraux n'est pas parfait. Donc le constituant principal, c'est l'olivine. Donc sa structure chimique, suivant les composants donc, extrêmes ici, l'olivine magnésienne, c'est Mg2SiO4, et c'est la phosphérite, et la fayalite, Fe2SiO4. Et le manteau moyen, lui, est très phosphéritique, excusez la faute d'orthographe, je traduisais de l'anglais, donc contient surtout plus de 90% de magnésium et un peu de fer. Les autres minéraux principaux, ce sont donc l'orthopyroxène, qui a une structure ici en SiO3, et le clinopyroxène, qui a aussi une structure similaire, mais avec aussi addition de calcium. Et il est à noter que les températures de fusion sont telles que dans les conditions normales, l'essentiel du manteau est à l'état solide. Donc ça, c'est important. On y reviendra. Alors, ce qui est important, c'est que l'olivine subit des transformations de phase vers des structures plus denses à des pressions qui sont équivalentes aux profondeurs de 400, 520 et 670 km. Donc, on a une explication pour l'existence des discontinuités dans le manteau supérieur, et donc dans cette zone de transition. À 400 km, l'olivine se transforme en spinel, donc c'est une structure plus compacte. C'est une transformation de phase qui est exothermique, qui dégage de la chaleur. Et donc, une transformation de phase est définie par ce qu'on appelle par sa pente de Clapeyron, qui définit à chaque température quelle sera la pression à laquelle il y aura cette transition. Donc, c'est une information extrêmement précieuse. Si on connaît la pression par la sismologie, à peu près, et qu'on fait des expériences de laboratoire, on va connaître à peu près la température qui règne à cette profondeur-là donc dans le manteau. À 520 km, cette phase spinelle qu'on appelle la Wadsleyite se transforme encore une fois en une phase un peu plus compacte, la Ringwoodite. Par contre, elle a moins d'effet sur les vitesses sismiques, donc elle est moins marquée, mais on arrive à l'observer quand même sismiquement. Et c'est encore une autre confrontation qui permet de penser que ce modèle général de minéralogie est correct. À 670 km, par contre, donc, cette phase gamma, la ringwoodite, se transforme en perovskite, donc de structure MgFeSiO3. Elle se sépare en deux, donc la perovskite et la magnésiolustite, MgFeO. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une transformation de phase endothermique, c'est-à-dire que sa pente de Clapeyron est négative au lieu d'être positive dans le cas de la... Je vais vous montrer des dessins correspondants. Et de l'ordre, ici, c'est 2 ou 3 mégapascales par degré Kelvin, et ici, c'est -2 à -6 mégapascales
par degré Kelvin. Et elle correspond aussi à une augmentation de densité, j'avais dit 5%, entre 5 et 10%. Alors, on a fait, bien sûr, tout ça, il faut mettre ça dans un modèle minéralogique. Et le modèle de standard, enfin le modèle de référence qu'on utilise le plus souvent, c'est le modèle pyrolytique. La pyrolite, c'est une roche synthétique, elle n'existe pas forcément. Elle a été inventée pour servir de modèle de référence sur la constitution du manteau supérieur et du manteau inférieur. Et elle est acceptée en général pour la partie superficielle du manteau. Mais plus la profondeur augmente et plus les gens sont moins d'accord sur le fait que c'est une composition qui correspond bien. Et en particulier, la question de la composition uniforme ou non du manteau, est-ce que le manteau inférieur peut être décrit par les variations successives, donc les transitions successives de phase, de la même phase provenant de la pyrolite, ou bien est-ce qu'il serait d'une composition différente? C'est quelque chose qui est débattu vivement et on en parlera dans les cours suivants. Ici, c'est encore un résumé montrant ici donc, les composants du manteau supérieur, l'olivine principalement, l'orthopyroxène et le grenat, et donc les proportions de ces minéraux dans ce modèle de pyrolite, qui est très riche en olivine, plus de 50%, 57%, et donc une proportion moindre des trois autres minéraux. Alors, pour vous donner une idée des genres de minéraux, donc, ici je montre des diagrammes de phase, donc les proportions de chacun des minéraux en fonction de la pression, de la profondeur, on verra aussi en fonction de la profondeur bientôt. Donc ici, vous voyez, vous reconnaissez, ici c'est l'olivine, la Wadsleyite, Ringwoodite. Donc ici, c'est la discontinuité de 670 km, qui est la discontinuité dans l'olivine. Et puis dans le manteau inférieur, la pyroskite et la ferropériclèse ou magnésovustite, clinopyroxène, orthopyroxène, le grenat. Et donc ici, on a la pyrolite, qui est il y a plus de 50% d'olivine dans le manteau supérieur, si on regarde cette partie-là. Et par contre, il existe d'autres modèles extrêmes, disons comme celui de la pyclogite, qui ont aussi été proposés avec des proportions un peu différentes. Voilà, ça c'est pour marquer les proportions. Ici, quand on confronte le modèle pyrolytique avec les vitesses des ondes sismiques, ce qu'il faut faire évidemment, c'est avoir un modèle de la température en fonction de la profondeur pour pouvoir connaître disons exactement, pouvoir calculer les vitesses des ondes à une profondeur donnée. Et ce que vous voyez ici, c'est les deux modèles sismiques en rouge et en vert. Le PREM, il a une discontinuité à 220 km qui est une de ces caractéristiques les moins appréciées de nos jours, parce que cette discontinuité-là n'est pas vraiment observée globalement. Mais ici, vous voyez la discontinuité de 400 km et celle de 670 km. Un autre modèle de référence qui a été construit dans les années 1990 et qui est utile pour certaines études sismologiques, qui est un peu plus lisse ici, mais qui ressemble au PREM, mais pas tout à fait. Et les modèles pyrolytiques, ici c'est une suite de modèles avec différentes hypothèses sur la distribution de température, donc le géotherme, la variation avec la profondeur de la température dans la Terre, et il y a différentes incertitudes sur la variation des vitesses, des paramètres élastiques en fonction de la minéralogie. Il y a un grand nombre d'incertitudes qui ont été ici, qu'on a essayé de capter. Vous voyez que, en gros, la pyrolite convient bien, mais que, par exemple, à 670 km, le saut de vitesse est un peu... donc ici, les ondes P et les ondes S est plus grand pour les modèles pyrolytiques que ce qu'on observe dans les modèles sismiques. C'est encore plus clair à la discontinuité de 400 km. Donc, le modèle pyrolytique, c'est un modèle de référence, mais ce n'est pas un modèle parfait. Alors, par contre,
Donc l'intérêt de la présence de ces discontinuités qui sont donc associées avec les transitions de phase, c'est que on peut donc essayer d'avoir des renseignements, on peut avoir des renseignements sur la température à cette profondeur-là. Donc ici vous avez donc un résumé de nos connaissances actuelles. Donc en fonction de la pression correspondant à la zone de transition, donc ici vous avez les profondeurs correspondantes, 400 km, 700 km ici, donc 13 gigapascal jusqu'à 25 gigapascal. Et ce qui est en les courbes comme ça, les lignes verticales, les bandes verticales indiquent les profondeurs, donc la variation des profondeurs, disons le spectre des profondeurs observées sismiquement pour chacune de ces discontinuités. Ces discontinuités ont des topographies et puis il y a aussi quelques incertitudes sur leur profondeur exacte qui sont donc ici décrites par ces bandes verticales. Et par contre, les courbes penchées, ce sont les courbes de Clapeyron des transitions de phase. Donc ici, Olivine-Watzlawick à 400 km, Watzlawick-Ringwood-Heat. Donc vous voyez ici des pentes positives. Ce sont deux transitions de phase qui dégagent de la chaleur. Et ici, par contre, pour la transition donc, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, la décomposition de la ringwoodite en perovskite et ferropériclase, ou magnésiovustite, ces deux noms donnés à ces roches, ça dépend de la proportion de fer et de magnésium. Et vous voyez la pente négative, mais beaucoup plus d'incertitudes. Jusqu'à l'heure actuelle, on a encore quelques problèmes pour bien cerner la pente de Clapeyron de cette discontinuité. Et donc ce qui est en foncé ici, en plus foncé, ce sont les domaines de température qui sont donc compatibles entre les observations minéralogiques et les observations sismiques. Donc vous voyez, en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que la température augmente avec la profondeur, mais ici on a l'impression qu'on pourrait avoir peut-être une petite diminution de la température au niveau de cette discontinuité-là. Bon. Alors il y a aussi, il faut savoir que l'olivine c'est un modèle pour la minéralogie du manteau, qui est un modèle sans inclusion d'eau, mais toutes ces transitions de phase vont être affectées si les roches contiennent un petit peu d'eau. Et on a montré dans les dernières années qu'aussi bien la Watzlawick que la Ringwoodite peuvent renfermer jusqu'à 3% d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3% d'eau dans le manteau supérieur, dans la zone de transition, mais disons que ce sont des roches qui sont capables d'absorber beaucoup d'eau. Et en fonction donc si vous ajoutez de l'eau, ça va changer aussi bien la pression que la pente de ces différentes transitions. Donc ça va donner quelques complications à ces diagrammes. Alors, donc ici un petit résumé avec donc quelques images de ces roches du manteau. Donc encore une fois ici, donc la fraction de volume, donc la proportion des différentes roches en fonction de la profondeur. Donc on regarde maintenant ici vers la profondeur. Ici c'est le manteau supérieur, donc jusqu'à 400 km. Le manteau supérieur va jusqu'à 670 km, mais donc on distingue le manteau supérieur de la zone de transition. Et donc le minéral le plus important c'est l'olivine, avec ici le grenat, le clinopyroxène, l'orthopyroxène. L'olivine passe par cette transition de phase, donc Watzlawick puis Ringwoodite. Et par contre, le grenat, lui, va aussi finir par se décomposer en perovskite mais à des profondeurs un peu plus importantes que celles de l'olivine.
Et donc, quand on arrive dans le manteau inférieur, le modèle donc, est un modèle avec une grande proportion, un peu plus de 80% de perovskite, surtout magnésienne, avec un peu d'aluminium et de fer, de donc, magnénosvistite ou ferropériclèse, MgO, FeO, et puis un peu de perovskite de calcium, ici, en petite proportion, moins de 10%, je crois. Voilà, donc ça c'est un peu l'image, le modèle, disons, standard, actuel, qui marche très bien dans le sens où il explique très bien les discontinuités du manteau supérieur observées par la sismologie. On a encore un peu de doute sur la nature de la discontinuité 670 km, avec cette incertitude sur donc, du point de vue expérimental sur la pente de Clapeyron, et puis aussi ces complications avec ces transitions de phase à différentes profondeurs pour les différents éléments. Donc, nous, on va s'intéresser surtout au manteau inférieur, donc à retenir donc, la composition, donc essentiellement perovskite de magnésium et de fer, avec un peu de perovskite de calcium, donc là 8% environ, 80% de perovskite, et puis cet oxyde, donc la magnésobustite. Et donc ces différentes roches, ces différents minéraux ont des structures cristallines différentes qui vont donc influer sur leurs propriétés, non seulement sur leurs propriétés élastiques, mais sur leurs propriétés de déformation. Alors, il y a une nouvelle, disons, une découverte récente qui date de 2004, qui est une découverte importante donc en géophysique interne. C'est la découverte que la perovskite se transforme en une nouvelle phase, donc une nouvelle structure cristalline, aux conditions de température et de pression qui peuvent correspondre à celles régnant à la base du manteau, donc vers 120 gigapascales et 2500 degrés Celsius. C'est donc une découverte qui a été faite donc, en parallèle par des expériences, donc des expériences de laboratoire. Ici, vous avez un spectre de diffraction où vous voyez ici le spectre à 105 gigapascales et 2250 Kelvin. Vous voyez un certain nombre de raies qu'on peut identifier avec certains composants, certains oxydes. Et quand vous passez à 121 gigapascales, et vous voyez apparaître des pics différents, donc qui sont, disons, qui correspondent justement à l'apparition de cette nouvelle phase, la post qu'on a surnommée, sans beaucoup d'imagination, la post-perovskite. Donc ceci est une découverte importante. Alors bon, ça c'est un autre dessin pour montrer un peu mieux peut-être la façon dont sont organisés les cristaux de perovskite et de post-perovskite. On en parlera beaucoup parce qu'on peut confronter cette transition de phase avec des observations sismiques, mais pas vraiment uniformes, aussi bien définies que celles du manteau supérieur, mais une discontinuité qui a été donc observée dès les années 80 par des méthodes sismiques à environ 200 km au-dessus de la limite noyau-manteau. Donc on en reparlera parce que si la post-perovskite correspond effectivement à cette discontinuité, ça peut nous donner des contraintes importantes sur la température à la base du manteau en particulier. Donc maintenant, il faut modifier donc, la minéralogie du manteau. Non seulement on a donc les phases du manteau supérieur, les phases du manteau inférieur, mais à la base du manteau, il y a une zone, et c'est l'objet de recherche actuelle, de savoir donc, si c'est vraiment
si cette transformation existe effectivement dans le manteau, si elle est effectivement rapide, donc peut correspondre à une discontinuité, et donc si on peut l'associer avec les observations sismologiques. Alors, donc ici, c'est pour vous donner un avant-goût. La sismologie, donc ça c'est un modèle, ce sont une série de modèles sismiques donc de la vitesse des ondes S, ici, en fonction de la profondeur, juste à la base du manteau, de 1900 km de profondeur, ici, jusqu'à 700 km au-dessus de la limite noyau-manteau, où on voit dans différentes régions de la Terre, qui sont ici échantillonnées par ces zones bleues, on voit une augmentation, on a besoin de mettre, enfin on voit une discontinuité, je vous en parlerai plus en détail, et une augmentation d'un saut de vitesse de 0,5 à 3% dans la vitesse des ondes S, qui pourrait être en accord avec la transition de phase vers la perovskite. Donc c'est un sujet de recherche très actif. Alors donc, encore pour une fois, pour résumer, maintenant on confronte donc les données sismiques avec les données minéralogiques, et donc on a un manteau de silicate surtout magnésien, un noyau qui est surtout de fer, noyau liquide, manteau solide, et donc déterminé par la confrontation des mesures minéralogie, de mesures en laboratoire et de la sismologie. Et avec cette zone à la base du manteau qui en fait comprend les derniers 200 km sur lesquels on va passer pas mal de temps parce que c'est une région complexe avec sans doute encore pas mal de mystères. Alors, nous en venons au profil de température. Alors, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, c'était une vision statique, c'est-à-dire c'est la Terre en pelure d'oignon, hein, uniquement, tout ne varie qu'en fonction de la profondeur. Par contre, on sait bien qu'on a une tectonique des plaques, il y a donc une dynamique, qu'elle soit celle-ci ou autre. Ce dessin est en fait assez faux, mais c'est une simplification des mouvements, donc de matière à l'intérieur du manteau. Il y a des zones où les courants ascendants plus chauds vont être moins denses, ils vont s'élever, des zones plus froides où la densité donc est plus grande et donc les zones de subduction vont tomber dans le manteau. Et donc on va avoir des variations latérales, mais on a surtout une dynamique qui va avoir une influence sur la température ou le profil de température à l'intérieur de la Terre. Et une notion importante, donc, quand on parle de convection, c'est la notion de couche limite. Donc ici, un modèle tout à fait simple, simplement pour avoir l'idée. Si vous chauffez par le bas, vous apportez de la chaleur par le bas, et vous refroidissez par le haut, vous allez donc avoir un courant montant et un courant descendant dans une cellule de convection. Et le centre de votre cellule va avoir une température beaucoup plus constante. Par contre, et donc, ici, vous allez être dans un mérésime convectif. Par contre, vous allez avoir en bas et en haut ce qu'on appelle des couches limites, où les processus vont être plus compliqués, et en particulier où vous allez avoir un transfert de chaleur non pas par convection, mais par conduction ou par diffusion. Alors, ce qui est important, donc, c'est que pour connaître la température à l'intérieur de la Terre, donc le géotherme, ou les géothermes, puisqu'on va les mesurer dans différents endroits, mais on va avoir un modèle moyen. Donc le profil, on suppose que le profil est en moyenne adiabatique, sauf dans les couches limites de la convection, qui est une hypothèse tout à fait, disons, justifiable dans un modèle standard de convection. Et donc les couches limites de la convection, il y en a une certainement près de la surface de la Terre, ça on le sait, avec la lithosphère, les croûtes, la lithosphère rigide. Et près de la limite noyau-manteau, il y en a certainement une aussi, puisque cette limite
donc la CMB ici, c'est pour Core Mantle Boundary, c'est la limite noyau-manteau, c'est comme ça qu'on s'y réfère. C'est donc à la fois une limite chimique entre les silicates et le fer et une limite donc, pour la convection magnétique, donc une couche limite. Et il est possible qu'il y ait aussi une couche limite intermédiaire à 670 km de profondeur. On n'en est pas sûr et c'est un objet de la recherche qui est très, disons, très controversé et très important. Bon, je voulais introduire la notion de température potentielle du manteau TP, qui est la température que vous observeriez en surface si vous étiez dans un régime adiabatique dans tout le manteau, donc s'il n'y avait pas la couche limite à la surface de la Terre. Et donc, on déduit des mesures de la composition. Alors, j'introduis encore ici un acronyme. Les MORB, ce sont les Mid-Ocean Ridge Basalt, ce sont les laves observées dans les rides médio-océaniques. Donc, la composition de ces laves, avec les flux de chaleur et les données bathymétriques, nous renseignent sur, disons, la température potentielle, donc un peu la température moyenne dans le manteau. Donc dans les premiers 200 km de profondeur. À plus grande profondeur, les renseignements qu'on a, c'est grâce à ces discontinuités sismiques et minéralogiques qui nous permettent de fixer la température aux profondeurs correspondantes. Et donc, comme je vous ai expliqué, en spécifiant un modèle minéralogique, en général la pyrolite, donc, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'un modèle. Et en particulier, la discontinuité de 400 km est très importante parce que comme sa plante de Clapeyron est assez importante, la température est assez bien contrainte et donc correspond on en déduit une température potentielle de 1550 à 1650 Kelvin, qui est en bon accord avec les estimations qu'on peut avoir à partir des laves océaniques. Donc ça, c'est bien fixé. Ici, donc, voilà un profil de température donc un peu disons, schématisé, avec la température adiabatique dans le milieu du manteau, les couches limites à la surface et à la limite noyau manteau. Mais on peut aussi penser qu'il y a d'autres couches limites, en particulier donc à 670 km de profondeur, qui peut donc changer un peu ce profil de température. Tout ça pour dire qu'il y reste pas mal d'incertitudes. Donc, les couches limites sont donc importantes pour la construction du géotherme. Et donc, ça c'est une figure, bon, je vais en montrer d'autres, mais on peut dire en moyenne qu'avec donc ce qu'on observe à la surface, l'hypothèse de la convection et donc de la diabaticité, les contraintes à la limite, donc aux discontinuités du manteau supérieur, nous donnent une idée du profil par le haut. Donc on descend dans le manteau. Et ensuite, là, on ne sait plus grand-chose. Par contre, on peut aussi repartir du centre de la Terre. Et comme on sait que la limite de la graine et du noyau externe, c'est la limite de solidification, donc du fer avec quelques impuretés, on a ici aussi une transition de phase qui permet de fixer la température. Bon, ce n'est pas aussi simple parce que les pressions et les températures ne sont pas aussi accessibles à l'expérimentation, mais on peut avoir une idée, et c'est pour ça qu'il y a ici une bande d'erreur assez grande sur les températures, mais après on remonte, donc de la limite entre la graine et le noyau externe, on remonte jusqu'à la limite manteau-noyau, encore une fois, en supposant donc un profil adiabatique à l'intérieur du noyau, qui là est tout à fait justifié, puisque le noyau est liquide et donc les mouvements dans le noyau sont... il est brassé et sans doute, donc c'est une hypothèse pas mauvaise. Donc repartons du haut, donc ici, donc à la surface, avec les discontinuités, les transitions de phase qui impliquent certaines variations de température, des sauts de température, où il faut tenir compte bien sûr du caractère exothermique ou endothermique
des transitions de phase, avec celle de 670 km étant endothermique. Et ensuite, on prolonge ça, et ça dépend d'un certain nombre de facteurs, et en particulier donc certains paramètres physiques, comme les valeurs du paramètre de Gruneisen et d'autres. Ici, vous avez donc un exemple de géotherme jusqu'à presque la base du manteau pour différentes valeurs qui sont de 4, 5 et 6 de ce fameux paramètre de Gruneisen. Donc, ceci pour dire qu'en plus de la minéralogie, en plus des incertitudes exactes sur où sont les couches limites, etc., est-ce que la diabéticité, c'est quand même une hypothèse, il y a aussi des incertitudes sur les propriétés physiques des matériaux qui sont à tenir compte. Alors, bon, un problème intéressant, c'est de savoir quelle est la température à la limite noyau-manteau, la CMB, Core Mantle Boundary. Celle-ci est donc déterminée, comme je vous l'ai dit, par le dessus, en continuant le géotherme isentrope. Donc, on obtient à peu près 2400, une fourchette de 2400 à 2700 Kelvin à 2700 km, donc 200 km au-dessus de la limite noyau-manteau. On pense que c'est là que se trouve commence la couche limite du manteau. Donc par ici, un petit dessin. Donc on extrapole. Et puis par le dessous, donc à partir de la limite de la graine et du noyau externe, donc la fusion du fer en tenant compte de la présence de faible proportion de noyaux d'éléments légers qui vont rabaisser la température de fusion. Et donc on continue ici de manière adiabatique. Et donc vous allez avoir une idée du saut de température. Donc là, disons que dans le noyau, on utilise une relation de ce type-là, toute simple. Et ça nous donne, par en dessous, une température, il y a quand même encore une incertitude de l'ordre de 1000 degrés sur la température à la limite noyau-manteau par le bas. Donc ça nous donne un saut de température. Ah oui, puis en plus, alors donc, encore une fois, l'intérêt de cette découverte de la post-perovskite, c'est que si on peut y croire, elle va nous donner quelques contraintes supplémentaires sur la température du côté du manteau. Et donc, on en déduit, il manque un truc, on a un saut de température à la limite noyau-manteau qui peut être de 500 à 1500 degrés. Donc encore pas mal d'incertitudes sur ce saut de température qui est important pour la compréhension de flux de chaleur à travers la limite noyau-manteau qui elle-même est très importante pour comprendre les processus de dynamo à l'intérieur, de dynamo dans le noyau et autres processus dynamiques. Donc voici encore donc, un résumé du profil de température, un certain modèle, celui-ci de Steinberger et Calderwood. Je montre cette figure pour vous montrer que quand même la courbe de fusion, elle est assez loin. La courbe de fusion moyenne du manteau inférieur est estimée ici. Donc, bien sûr, on a des incertitudes et, comme on le verra, il y a peut-être la possibilité d'avoir de la fusion partielle juste à la base du manteau, du côté du manteau, mais de manière générale, l'essentiel du manteau, pour ce qui nous intéresse du manteau profond, est solide, et loin de la courbe de fusion. Et donc, finalement, il me reste un peu de temps pour parler d'encore un autre paramètre qu'on peut regarder en fonction de la profondeur, en profil, donc à l'intérieur de la Terre, qui est un paramètre qui donc est relié à la dynamique de l'intérieur de la Terre, qui est la viscosité. Donc ce paramètre va nous renseigner sur les propriétés de déformation et la propension à se déformer des roches dans le manteau.
Alors, pour avoir ces profils de viscosité, il faut se rendre compte que c'est un peu compliqué. Donc, on mesure la gravité, on mesure le géoïde à partir des mesures satellitaires essentiellement, qui va nous donner donc la gravité à la surface de la Terre. Le géoïde, c'est la surface équipotentielle du champ de potentiel qui correspond à la moyenne du niveau de la mer. Et si vous avez un manteau en convection, donc des cellules de convection, avec en particulier ici représentée une cellule montante, enfin, un courant montant, ce courant montant va être moins dense parce qu'il est plus chaud, donc il va avoir une influence sur la gravité, mais il va aussi déformer les différentes surfaces, les différentes discontinuités, ce qu'on appelle la topographie dynamique. Donc, en particulier, il va avoir tendance à déformer la limite noyau-manteau, mais il va aussi déformer la surface, qui est ici indiquée ici, je pense, la surface de la Terre, et aussi les discontinuités dans le manteau vont être déformées par cette cellule montante. Et donc, quand on va vouloir étudier les propriétés donc, de déformation, il va falloir tenir compte à la fois de ces variations de densité et des déformations de ces surfaces. Donc, et les deux ont des effets contraires. Dans une cellule montante, la densité va avoir tendance à diminuer, donc diminuer la gravité. Par contre, les topographies vont être élevées, donc augmenter l'attraction de gravité. Donc on va avoir à faire des différences entre deux quantités qui en fait sont souvent du même ordre de grandeur. Donc ça entre dans le domaine de la rhéologie qui permet de relier les vitesses de déformation aux contraintes. Donc ici, les déformations epsilon, les contraintes sigma. Et donc, ceci, c'est une loi rhéologique qui, simplement, donc pour vous donner une idée, il y a une dépendance en température très importante, donc exponentielle, une loi d'Arrhenius, comme on dit, et puis une dépendance des déformations, de la vitesse des déformations sur les contraintes, qui fait intervenir en exposant un entier n qui n'est pas forcément bien contraint. En tout cas, donc, ça nous donne la viscosité qui est le rapport entre les contraintes et les vitesses de déformation sous cette forme-là, donc une dépendance avec la température très importante. Et donc n, ça devrait être un petit n. Ici, ça dépend si on a une rhéologie newtonienne, soit une rhéologie de dislocation, où à ce moment-là, cet exposant est supérieur. Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Est-ce que les minéraux du manteau se comportent suivant des rhéologies newtoniennes ou pas, et dans quel domaine de profondeur? Ça a changé avec la profondeur. Mais pour l'instant, on s'intéresse... l'important, c'est aussi de réaliser que la viscosité dépend énormément de la température, aussi de la pression, qui est inclus ici dans cette enthalpie d'activation, et aux variations de la chimie, de la phase, de la taille des grains, un très grand nombre de paramètres qui ne sont pas forcément très faciles à déterminer. Donc ça, c'était la partie physique, la partie donc relation physique. Comment la viscosité est déterminée? Donc par la physique des matériaux, donc type de déformation, rhéologie de diffusion de glaciation, je viens d'en parler, dépend beaucoup de la température, la taille des grains, les contenus en eau. Tous ces effets-là sont peu contraints. Par contre, pour ce qui est des mesures, on se base sur les mesures de rebond post-glaciaire. Donc, quand les glaciers fondent, la lithosphère va remonter parce que justement le poids va être diminué. Et donc, cette déformation, en fonction du temps, va nous donner des renseignements sur la rhéologie.
ça a permis déjà à Scale de déterminer que la viscosité moyenne du manteau est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde. Plus récemment, on a pu déterminer qu'en fait, la viscosité n'est pas constante, mais qu'il y a une augmentation de la viscosité en profondeur. Ce n'est aussi pas complètement précis, ça, vous allez voir. Mais ce genre de mesure ne résout pas les détails et il n'y a pas beaucoup de sensibilité aux grandes profondeurs. Ici, vous avez un exemple de noyau de sensibilité du rebond post-glaciaire à la viscosité en fonction de la profondeur. Donc vous voyez, c'est sensible surtout au manteau supérieur et très très peu au manteau inférieur. Donc, quand on veut modéliser l'écoulement dans le manteau, ce qu'on verra en plus de détails, la procédure, c'est de fixer les distributions de densité et de viscosité. Donc, on fait des hypothèses. Et par comparaison avec les observations des mouvements de plaques, le géoïde, toutes les contraintes qu'on mesure, les flux de chaleur, on peut contraindre la viscosité. Mais le seul résultat robuste, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a qu'on voit qu'il y a une augmentation importante de la viscosité avec la profondeur. Et bon, récemment, il y a des modèles qui permettent d'ajouter des variations latérales de viscosité, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Et on modélise volontiers ensemble le géoïde et donc les mesures de gravité et le rebond post-glaciaire et toutes les autres contraintes qu'on peut apporter. Ceci dit, le géoïde reste la contrainte principale. Et donc là, c'est simplement pour vous donner des idées pour terminer sur les différents profils de viscosité qui ont été déterminés au cours du temps par l'assemblage du post-glaciaire et géoïde, où vous voyez viscosité plus faible dans le manteau supérieur et plus forte dans le manteau inférieur, mais avec pas mal de différences, et peut-être une diminution de la viscosité vers la limite noyau-manteau. Ceci encore d'autres séries de modèles, tout ça pour dire qu'on ne sait pas vraiment, mais que souvent on pense qu'il y a une augmentation importante de viscosité correspondant à la limite manteau supérieur et manteau inférieur. Ce qui est à retenir de tout ce que j'ai raconté, c'est ça. C'est qu'il y a une augmentation. Est-ce qu'il est abrupt ou pas, on ne sait pas, mais ça va avoir des conséquences importantes sur la dynamique. Donc là, il va falloir que je termine, mais simplement aussi pour dire qu'on peut aussi donc associer à ça les contraintes sismologiques. On transforme les informations sur les vitesses sismiques en densité en faisant certaines hypothèses. Ensuite, on prend des modèles de densité et de viscosité, on confronte avec le géoïde par des modèles d'écoulement du manteau, et peu à peu, on ajuste donc le modèle de viscosité. Donc, ceci, c'est un des modèles récents. Je voulais vous montrer. Ce n'est pas le modèle ultime, mais ça capte les idées principales avec une viscosité moins grande dans le manteau supérieur, un saut qui pourrait être de l'ordre d'un facteur 100 ou 50 à 100 à peu près au niveau de la limite manteau supérieur et manteau inférieur, mais éventuellement une diminution de la viscosité tout à la base du manteau. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, juste à temps. Et avant de terminer, pour ceux qui seraient arrivés en retard, la semaine prochaine, on commence à 15h30, c'est ça ? Voilà, d'accord. Voilà.